Merci beaucoup Thomas Clay de cette proposition de tout chambouler en quelque sorte. Philippe Bilger, dans 15 jours, vous partez. Alors, vous partez parce que vous êtes désespéré de la justice, vous partez pour la regarder de loin, pour faire des propositions, pour être comme un grand sage depuis votre blog. Vous partez parce que depuis 2007, il y a eu 29 lois différentes et 112 décrets, tous très intéressants, mais souvent amenant un tel imbroglio juridique que ces textes sont inapplicables aujourd'hui et qu'ils contribuent à mettre encore un peu davantage en miettes le système de la justice. C'est une chose extrêmement grave que vient de rappeler Thomas Clay, mais ce qui me paraît encore plus fondamental pour nous qui sommes engagés dans l'action publique, par la politique, par une détermination à faire en sorte que nous rejaillissions, ça détruit le lien de confiance entre les citoyens et ceux qui disent le droit et qui rendent la justice. Alors pourquoi partez-vous ? Je ne pars pas parce que je suis désespéré de la justice, c'est le contraire. Je pars parce que j'ai envie d'exprimer ailleurs les vertus, les valeurs, les principes qui me sont chers, et je n'ai pas l'impression d'interrompre une vie pour commencer une nouvelle existence, mais d'être parcouru par une même coulée d'intensité et de force. Alors j'essaierai de le démontrer demain. Vous comprendrez aussi que le grand bonheur qui m'anime est de savoir que dans moins de 15 jours, je ne serai plus soumis même à l'ombre d'une parcelle d'obligation de réserve, et par conséquent, je pourrai aller au bout de tous mes raisonnements et de tous mes sentiments. Mais avant tout, je voudrais remercier le MoDem et François Bayrou de m'avoir invité, parce que, alors qu'il est difficile aujourd'hui de penser, de parler et d'écrire librement sans verser sa dîme au droit de péage des instances qui disent le bien, qui nous permettent parfois de penser, qui nous autorisent parfois à écrire, parfois à parler, le MoDem ne m'a pas demandé ce que je pensais. Il ne m'a pas demandé pour qui j'allais voter. Il m'a simplement invité parce qu'il a pensé que dans un débat pluraliste, ma présence n'était pas plus inutile que celle d'un autre. Et je rends hommage à cette liberté intellectuelle. Les pouvoirs, les contre-pouvoirs, puis-je dire que nous sommes dans une situation où il me semble, et j'essaierai de l'expliciter rapidement, que le pouvoir et le contre-pouvoir, ou les contre-pouvoirs, se ressemblent. Comme les temps étaient bénis lorsque d'un côté nous avions le pouvoir qui ressemblait à sa logique, le pouvoir veut s'enfler, veut s'accroître. Rappelez-vous la belle phrase de Paul Valéry, le pouvoir sans l'abus n'offre aucun charme, il y en a qui en abusent, et de l'autre côté, on avait les contre-pouvoirs institutionnels, structurels, qui avaient toute légitimité et en qui on avait toute confiance. La justice, l'institution judiciaire, les divers conseils, les organes qui structurent la démocratie. Ce qui me paraît important aujourd'hui et presque dévastateur, c'est que, et là je me sépare de mon ami Christophe Régnard et du syndicat tout à fait remarquable qu'il préside, c'est que je pense que le vice profond d'une forme de sarkozysme, ça a été de diffuser par contagion un rapport distancié avec l'état de droit partout. Je veux dire par là qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire que les contre-pouvoirs classiques jouent leur rôle. Je considère que l'anti-sarkozysme ne suffit pas pour fonder une légitimité de contre-pouvoir. Il n'est pas suffisant d'être anti-sarkozyste
ou de le dénoncer dans le cadre d'une procédure ou dans le cadre d'un livre, pour que d'emblée ce contre-pouvoir personnel, en l'occurrence, soit légitime. Ce qui me paraît grave réellement, c'est qu'aujourd'hui, nous nous trouvons structurellement en face d'un pouvoir qui n'a pas de véritable contre-pouvoir, parce qu'en dépit des apparences, le pouvoir et le contre-pouvoir baignent dans la même grisaille douteuse. Et la magistrature y a sa part, c'est évident. Je veux dire par là que la justice aurait pu être un remarquable barrage contre toutes les dérives et toutes les transgressions républicaines, sans faire de politique partisane. Mais qui peut penser que l'application lucide et courageuse de la justice ne constitue pas un formidable écran pour tous les dérapages et toutes les dérives républicaines? Qu'a-t-on vu en réalité? On a vu une magistrature estimable qui, dans la plupart de ses pratiques, mérite d'être célébrée, et malheureusement, dans les affaires politiques au sens large, on a vu une magistrature et on a vu un pouvoir qui n'ont pas donné objectivement de la démocratie une belle image. Je pense encore, c'est quelque chose qui m'a frappé, à ces écoutes clandestines dans l'affaire Woerth, où on voit un conseiller du président de la République, tout de même magistrat, qui vient donner 1 mois et demi avant le résultat une donnée judiciaire fondamentale à l'une des parties, et nous n'avons rien vu, nous n'avons rien su. La hiérarchie n'a pas protesté, elle n'avait même pas protesté. Et ça a été le début de notre humiliation lorsqu'on a été traité de petits pois. C'est un véritable scandale. C'est d'autant plus fondamental aujourd'hui de tenter de trouver les chemins pour inventer des contre-pouvoirs authentiques que depuis 2007. Et là où je me distingue de Thomas Clay tout en le rejoignant, c'est que la dénonciation qu'il a faite, elle n'est pas le propre de la gauche. Je demande le droit à ceux qui ne participent pas de cette vision intellectuelle et politique d'avoir le droit de dénoncer au sein de leur propre camp les dérives et les transgressions qui les choquent. Et ces contre-pouvoirs sont d'autant plus nécessaires que depuis 2007, un certain nombre de rapports sur lesquels on pouvait espérer une clarification, une embellie, en tout cas pour ceux qui avaient été formidablement séduits comme moi par le candidat Sarkozy, je veux dire le rapport avec la droite, le rapport avec l'argent, le rapport avec le mérite, le rapport avec la morale publique. Eh bien, au lieu d'aboutir à la révélation, à l'apothéose de ces vertus, eh bien, on a constaté en réalité que ces 4 ans de présidence, et c'est une douleur pour le citoyen, ont abouti au résultat inverse. Prenons l'argent, alors que le vœu initial était juste, qui consistait à réconcilier la société avec ceux qui gagnent l'argent et le méritent. Aujourd'hui, il n'est pas un citoyen qui ne soit exaspéré par une sorte de puritanisme légitime, par le gaspillage, la dilapidation, le fric montré et ostensible. Est-ce que c'est cela le résultat de ce qu'on voulait démontrer comme rapport paisible et cohérent avec l'argent? L'État irréprochable, j'y ai cru fondamentalement. J'y ai cru parce que je crois que la morale publique est fondamentale. Eh bien, on voit aujourd'hui ce qu'il en est, et vous avez eu raison, chère Nathalie, de rappeler ce qui s'est passé depuis 1 mois. Eh bien, bien sûr, je terminerai là-dessus, on peut poser sur tous ces scandales une sorte de regard bienveillant, apaisé, cynique, en disant ça a toujours existé. D'abord,
ça n'est peut-être pas vrai à ce point-là. Et ensuite, il était important dans les régimes précédents que ces comportements transgressifs aient l'élégance de se dissimuler avant que la justice les fasse apparaître. Aujourd'hui, tout est mis sur la table démocratique avec une sorte d'ingénuité perverse, comme si c'était la force d'un État de montrer aux citoyens qu'il a tous les pouvoirs, y compris celui de s'éloigner de l'État de droit. Mais est-ce à dire que tout est à désespérer? Je ne crois pas. Parce que s'il n'y a pas de contre-pouvoir, au sens où vous l'avez très bien dit, dans les institutions, dans la classe politique, le terme n'est pas beau, mais je n'en trouve pas d'autre, il y a des voix, il y a des personnalités, il y a des instances au sein desquelles des libertés sont manifestées. À la Cour de cassation, on a eu la fulgurance remarquable, mais tardive, d'un Jean-Louis Nadal. On a au Conseil constitutionnel probablement des voix qui cherchent à imposer, restaurer l'état de droit. On a même peut-être au CSA une ou deux personnes qui songent à faire respecter l'équité et le pluralisme. Eh bien, ce sont ces voix-là qui sont fondamentales. Et puisque j'en ai presque terminé, je voudrais attirer votre attention sur un concept qui me paraît avoir été oublié. Au fond, depuis 2007, on raisonne comme si on avait le choix qu'entre un État d'une totale rectitude et un État qui violerait en permanence l'État de droit. Je fais référence, par exemple, à l'affaire de Woerth-Bettencourt. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas, ensemble, imaginer une notion, une exigence qui pourrait avoir sa place dans notre espace républicain? Je veux dire le concept de décence républicaine. Je veux dire par là que M. Woerth est peut-être innocent de tout. Les instructions semblent remarquablement conduites enfin à Bordeaux. Il a fallu plus d'un an à un procureur général de Versailles pour nous dire que depuis un an, tout cela n'était pas conduit dans une parfaite sérénité, et Michel Alliot-Marie a osé nous dire que les affaires n'étaient pas politiques. Eh bien, en réalité, à partir de là, il me semble qu'on peut penser à des comportements, à des attitudes qui permettront de restaurer ce à quoi nous croyons. Et je voudrais faire référence paradoxalement à la pratique présidentielle. Si certaines exigences de 2007 ont été violées, en même temps, sur certains plans, il a eu un rôle positif, notamment, et j'en profite, par la libération de la parole publique. De la même manière, il a rendu infiniment nécessaire, plus qu'en 2007, l'exigence de morale publique. Et peut-être plus profondément encore, je comprends que les candidats, aujourd'hui, n'aient pas envie d'évoquer leurs projets et leurs programmes, parce que quelque chose survivra à Nicolas Sarkozy, c'est le fait que, dorénavant, dans les élections présidentielles, eh bien, peut-être qu'on s'attachera d'abord et presque exclusivement aux personnalités avant d'examiner les projets. Puis-je vous citer une phrase d'un grand philosophe méconnu, Léon Braunschweig, qui disait « La qualité des hommes ne doit pas dispenser de la qualité des idées ». Aujourd'hui, je dirais l'inverse. La qualité des idées ne doit pas dispenser de la qualité des hommes. On a beau tourner dans tous les sens de la démocratie, rien ne se fera si à la tête de l'État, à un moment donné, et pardonnez-moi François Bayrou, j'ai des noms dans la tête qui ne sont pas forcément le vôtre seulement, mais il y a des personnalités qui, en tout cas, peuvent
ressembler au portrait que je donne. Il n'y en aura pas sans le courage des engagements et sans la fidélité à ces engagements et sans les rodomontades dont on a été abreuvé. Alors, personnalité et puis morale publique, morale tout court. J'entends les relativistes qui viennent nous dire « mais c'est pas grave, c'est fondamental, on ne peut pas nous mettre la crise financière, économique dans les jambes pour nous empêcher d'avoir l'exigence de morale dans la tête. On a le droit d'avoir les deux quand on est moyennement intelligent et lucide. » Eh bien, au fond, qu'est-ce qui reste maintenant? Qu'est-ce qui reste? Eh bien, je vais vous proposer, il y aura au sein des institutions de l'espace public, il y aura quelques voix solitaires, courageuses, lucides, qui vont continuer à s'exprimer, qui seront l'honneur de la démocratie, où qu'elle se situe, et notamment en ce qui concerne l'affaire Tapie-Lagarde, et de manière ô combien exemplaire, de la part de François Bayrou. Il y aura des personnalités, il y aura des paroles solitaires qui un jour auront du poids parce qu'on les écoutera, parce que le citoyen en aura assez qu'on ne lui présente pas la morale publique comme une exigence aussi fondamentale que l'air qu'on respire et l'eau qu'on boit. Et le deuxième élément, et je vous rejoins, et vous êtes présents et attentifs, c'est tout simplement, et ça va être décisif, c'est la parole libre des citoyens libres que tous nous rêvons d'être. Merci.